Du coup, quelque part, oui, en tout cas, parce qu'il y a des questions d'écologie et de féminisme dedans, parce qu'il y a cette sorte de figure un peu qui... Je ne sais pas si c'est des robots ou des femmes, si c'est des animaux, en tout cas, il y a cette question de l'intersection de plusieurs situations, donc de travailleurs souvent précaires, qui sont ceux qui travaillent dans le tourisme. En général, c'est des personnes assez précaires avec des contrats pas très fiables. Et les rapports, évidemment, du coup, à l'environnement, avec ces espèces ce rapport à la consommation, quoi. Donc il y a ces éléments-là. Après, il y a plusieurs mouvements écoféministes, on ne va pas forcément faire un débat d'experts là-dessus, mais il y a un écoféministe qui est plus porté sur une sorte d'essence des choses, en tout cas une envie de retour à la nature, de dire il y a le féminin, le masculin, etc. On s'inscrit très loin de ça avec Leïla, dans l'idée au contraire que de dire on est tous des êtres à la fois de nature, à la fois de culture. Par exemple, dès le moment où on porte des lunettes, on est quelque part un peu des cyborgs. En tout cas, moi je me sens complètement démunie sans mes lunettes, je me sens pas tout à fait entière, et du coup je suis un être humain à lunettes, donc déjà je suis pas juste un être de nature, il y a quelque chose d'autre qui se passe, et il y a cette question en tout cas de dire face à une crise écologique comme celle qu'on traverse, il y a plusieurs solutions. Il y en a une de dire on rejette absolument tout ça, ou bien qu'est-ce qu'on peut en faire, en tout cas comment est-ce qu'on peut l'interroger d'un point de vue féministe, d'un point de vue écologique, ce rapport à la matière et aux choses. C'est un peu un côté science-fiction dans ton récit, avec effectivement les transformations des complètement, les mutations. Et la science-fiction, des fois, nous interroge sur notre propre devenir, c'est-à-dire vers quoi on va. Quand on lit des ouvrages de science-fiction, des fois, c'est assez inquiétant. Tout à fait. Il y a cette chose de la science-fiction et aussi un peu de la parodie de science-fiction aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup cette chose du second degré, quoi, de dire on reprend des codes et de la sitcom. Des fois, il y a des scènes qui sont plus de la sitcom, des scènes qui sont pratiquement de la comédie musicale, avec cette déclaration d'amour, etc. En tout cas, de la comédie romantique. Et on s'est amusé comme ça à piocher dans plein de genres qui pour beaucoup, en tout cas, à leur manière, viennent questionner un peu notre société, de dire on les prend et on essaye de s'en servir pour faire apparaître d'autres choses, en tout cas se questionner sur d'autres choses. Pour reprendre des grands maîtres, quelle est la nature de la nature ? C'est-à-dire qu'on croit, le patron, il croit qu'il a affaire à des objets, uniquement des objets, donc il peut, parce que là on a coupé beaucoup, mais les clients ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, si vous voyez ce que je veux dire, avec ces objets qui sont, qui ont l'air tellement vivants, de se dire, attends, un marbre, ah oui, il communique avec ça, il est là, c'est pas un réseau, c'est plus qu'on pense. Voilà. Donc, c'est une des choses qui nous a vachement intéressé du coup avec Leïla dans ce travail-là, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'une catégorie est considérée comme inférieure. Ces grenouilles, elles sont considérées comme inférieures de plein de manières différentes, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup quelqu'un étant employé est inférieur au patron, quelqu'un étant une femme est inférieur à un homme, quelqu'un, etc. Et comment on n'arrête pas de reconstruire des catégories d'infériorisation de personnes ou d'êtres qui ont moins de droits, donc je parle d'un arbre, un animal, etc., qu'aujourd'hui ont beaucoup moins de droits que nous. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer quelque chose comme étant pas sentient ou bien sentient? En tout cas, il y a cette chose de brouiller les pistes vachement entre ce qui est... parce que j'essayais de dire sur le cyborg, je me suis un peu perdue à un moment donné, parce que c'est une pensée assez complexe du coup des fois. Il y avait cette question surtout de casser des binarités en fait, de dire il n'y a pas le masculin, le féminin, la nature, le culturel, mais il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et mouvant, et que notre rapport à nos genres et à la vie sont mouvants et en changement, quoi. Et justement, après, je me pose la question, comment est-ce que ça a été représenté finalement, qu'il y ait eu une mise en scène tout à fait. Et donc, quels ont été les choix, je pense, de costumes, par exemple, pour différencier les humains des grenouilles? Ou est-ce que c'était plutôt un univers sonore ambigu? Oui, il y a cette chose-là, en tout cas, du bruit, du son, qui était important. Et sur les costumes, on a créé, du coup, avec il y avait une équipe de costumiers. Du coup, on était à l'école, on était plein, donc c'était super d'avoir le temps, de pouvoir prendre ce temps de créer des costumes sur mesure pour les comédiennes. Et du coup, chaque grenouille avait une sorte d'espèce de combinaison un peu de cosmonaute, qui leur faisait du coup une impression que la silhouette, les jambes étaient extrêmement longues et le torse très petit. On a essayé aussi de ne pas revenir sur parce que je pense que c'est une des possibilités avec ce texte, c'est de repartir un peu sur un imaginaire très sexualisé. Et on s'est dit, on a des corps de comédiennes, ouais d'accord, mais ce qui nous fait marrer dans ce texte, c'est aussi le fait que ce soit des matelas gonflables qui fassent fantasmer les gens d'un coup, quoi. Se dire, c'est pas forcément la chose la plus sexy qu'on puisse imaginer dans la vie, et si on le prend très au sérieux que les matelas gonflables sont la chose la plus désirable dans ce monde-là, comment est-ce qu'on peut essayer de le mettre en scène, quoi.
Voilà. Comment vous articulez parce que vous avez un univers qui est incroyable. Ça me touche, c'est dingue. Mais comment vous arrivez à partir d'un truc farfelu, enfin on peut l'appeler comme ça, à construire une histoire et à nous emmener dans cet univers. C'est ce qui me touche le plus, c'est que on se laisse prendre au jeu. On ne se pose pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais vous réussissez à nous emmener. Et c'est ça qui, moi, ça me touche. C'est comment vous partez d'une idée, vous avez déjà une fin, c'est vraiment, vous réussissez à créer un univers, parce que c'est un univers qui est entier et qui se tient, puis après qui plaît ou qui plaît pas. Après, ouais. Comment est-ce qu'on embarque les gens avec des personnages très étranges comme cela et à les prendre très au sérieux? C'est assez comique souvent, les pièces qu'on a lues en tout cas c'est plutôt sur le registre du comique, mais il y a le fait de dire en fait on va le prendre extrêmement au sérieux parce que c'est ça qui est drôle aussi souvent, c'est quand les personnages sont extrêmement entiers, donc ils veulent faire quelque chose, ils vont aller au bout de leur pensée, et nous on va les laisser aller au bout de leur projet qui est parfois complètement aberrant, mais on dit ok on te prend au sérieux, toi tu veux aller faire une entreprise de poules pondeuses dans le monde entier, ok, alors comment est-ce qu'elle fait cette personne dans sa camionnette pour essayer de le faire à fond, même si ça foire, on va essayer de voir comment ça foire exactement. Parfois c'est le metteur en scène qui passe commande, assez souvent d'ailleurs, à un auteur en disant tiens j'ai envie de travailler sur tel sujet et je vais donc employer un auteur qui va travailler là-dessus pendant 6 mois avec moi. Et donc souvent ces textes de commande là on les affine ensuite au plateau avec les comédiens, on va aller voir le début de la répétition, se dire ah tiens effectivement là il y a un problème de rythme, il y a ceci, il y a cela, et on va travailler un peu plus en aller-retour que si on prend un texte qui est déjà publié, qui est ce texte-là, qu'on décide de monter, c'est pas tout à fait le même rapport non plus. Après, on peut publier une deuxième version, etc. Et donc dans les matériaux, tu te dis, il y a les acteurs. Par exemple, Pomera, je ne sais plus son prénom, toujours pas. Joël, merci. Joël Pomera. Lui, c'est un petit peu différent parce qu'il écrit en même temps qu'il met en scène. Mais les choses viennent des acteurs. Il va faire improviser les acteurs sur des thématiques. Le jour et la nuit il écrit. Donc, et il refait la mise en scène et il refait comme ça des couches de versions. Enfin là c'est un petit peu différent parce que c'est lui l'auteur aussi, l'auteur du texte. Mais voilà, après il a des matériaux de la lumière, du son, de l'espace, ces matériaux-là qui sont comme les couleurs d'un peintre. Voilà. Est-ce que je mets des images? Est-ce qu'il y a la vidéo? Il n'y a pas la vidéo? Voilà. Donc oui, c'est... Mais pour tout départ de la question, il y a des fois, je pense, surtout avec les textes contemporains, où du coup, il n'y a pas encore de manière, je sais pas comment dire, sur Shakespeare, on sait qu'il y a différentes manières de jouer, mais il y a un peu on a beaucoup exploré ce terrain-là, et du coup, on sait un peu, on a des sortes de recettes, entre guillemets, qui marchent, on sait que tel texte, ça peut se dire comme ça et comme ça, on a un peu des pistes. Sur des textes contemporains, il y a parfois la difficulté qu'on n'a aucune idée comment ça se joue. Là pour commencer les répétitions de Grenouille par exemple, il y a des questions de c'est des machines, alors la langue est parfois très blanche, parfois au contraire beaucoup plus tordue et changée, donc comment est-ce qu'elles parlent de ces grenouilles, comment est-ce que du coup il y a ces difficultés là qui font que parfois il y a des metteurs en scène qui en essayant de mettre en scène pour la première fois des textes qui n'ont pas été créés encore du tout, on peut se prendre les pieds dans le tapis, que ce soit les auteurs ou les metteurs en scène, et passer un peu à côté du texte, je pense, parce que on prend un peu des fausses routes et on explore, quoi. C'est de la recherche aussi, donc c'est pas forcément évident. La question du rythme aussi est très importante. Si le rythme se choque, quoi. Ça doit être... on peut se sentir ou bien trahi ou sublimé. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça, ouais. Oui, les deux sont possibles. Ah, les deux sont possibles. C'est ça. Forcément, oui, c'est ça, selon les situations, les contextes et tout ça. Après, c'est toujours très intéressant de voir ce qui peut se produire, parce que ça aide aussi à avancer, à se dire, ok, en fait, si quelqu'un peut, en essayant de bien faire, passer complètement à côté de mon texte, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore assez écrit, peut-être qui n'est pas encore assez tenu, donc je peux aller plus loin, parce que je vois comment moi je voudrais que ce soit mis en scène, mais si j'ai envie d'être sûr d'être compris, en tout cas que ce soit pas complètement pris à l'envers, alors peut-être qu'il faut que je retravaille sur ceci ou sur cela, donc en fait c'est une rencontre qui se rate quelque part. C'est aussi un apprentissage pour nous, je pense. Et c'est toujours intéressant, après, généralement, quand même, de voir des acteurs qui s'emparent d'un quelque chose qu'on a imaginé, de le voir devenir concret d'un coup, c'est toujours très beau comme moment. C'est quand même des choses... C'est généralement très joyeux, quoi. Par exemple, Beckett, même mort, ne veut pas qu'on touche quoi que ce soit. L'arbre, vous savez, il y a le fameux arbre
En attendant Godot, l'arbre, ça doit être un arbre. Je ne sais plus qui voulait, je crois que c'est pas Journalio qui voulait monter, et que c'est mettre pas un truc d'antenne, parce que c'est pas encore ça, mais des trucs de fil électrique, là. Un truc de fil électrique, un poteau, un gros poteau de fil électrique à la place de l'arbre. Ça a été refusé, clair et net, il n'a pas eu les droits. C'est comme ça. Donc ça dépend beaucoup de... Et puis chez Beckett, il y a des silences qui sont Voilà, paramétrés, qui sont il y a un silence là, et il est là, il n'est pas avant, il n'est pas après, etc. Exactement. Il y a des auteurs qui vont vraiment verrouiller le plus possible leur texte pour que ce soit exactement ce qu'ils ont imaginé, et d'autres moins. Et je pense que quelque part